Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, premier opus d'une nouvelle série qui va regarder dans le passé pour comprendre le présent. Preston Tucker avait construit la meilleure voiture américaine de son temps, et pourtant, son entreprise n'a survécu que quelques années. Je vais ici vous faire revivre l'aventure fantastique de cette voiture tout en mettant en parallèle l'aventure Tesla, afin de comprendre pourquoi Elon Musk a finalement réussi à percer là où Preston Tucker a échoué. Si cette série vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à utiliser la petite cloche à côté pour sélectionner toutes les notifications. Cela vous permettra d'être prévenu des prochaines vidéos et d'aider au référencement de la chaîne. Merci d'avance. De nos jours, qui connaît la marque automobile Tucker ? Peu de monde en vérité, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique. L'histoire de cette marque a pourtant été portée à l'écran par Francis Ford Coppola en 1984, mais n'a pas fait un gros succès. Donc pour bien comprendre ce qui va suivre, laissez-moi vous faire un petit résumé. Preston Tucker est né en 1903 dans la banlieue de Détroit, dans une ferme. Rien ne le prédestinait à devenir un entrepreneur. Pourtant, il avait ça dans le sang. Ayant appris à conduire dès son plus jeune âge, il se passionne pour l'automobile. À 16 ans, il rachète des voitures d'occasion, les remet en état et les revend pour gagner un petit peu d'argent. Admis à la Class Technical High School de Détroit, il n'y reste pourtant pas longtemps, préférant travailler et gagner sa vie. Après un rapide passage chez Cadillac, il s'engage dans la police. Peu intéressé par le métier, il veut surtout conduire des voitures puissantes et c'est le meilleur moyen d'y parvenir lorsqu'on est issu d'un milieu modeste. Sa mère en décidera autrement et obtient son retrait de la police en raison de son jeune âge. Preston va alors faire de nombreux métiers. Gérant de station-service, ouvrier à la chaîne chez Ford, de nouveau policier et finalement vendeur automobile ou gestionnaire d'un parc de camions pour un distributeur de bière. Tucker réussit tout ce qu'il touche et au début des années 30 rencontre une légende de la course automobile, Harry Miller. Ensemble, ils vont créer une écurie de course, la Miller & Tucker Incorporated. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale commence en Europe, Tucker décide de créer une société pour développer des technologies automobiles. La Ypsilanti Machine & Tool Company, du nom de la ville où il vient d'acheter une propriété. Il aménage sa grange et développe un prototype de blindé rapide doté d'un moteur V12 Packard modifié par Miller, destiné à l'armée néerlandaise. L'invasion des Pays-Bas par l'Allemagne met un terme au contrat et Tucker propose alors son prototype à l'armée américaine. Déjà engagé dans d'autres projets qui déboucheront sur la Jeep entre autres, l'US Army décline l'offre mais la tourelle électrique du blindé attire l'attention des officiels. Elle sera adoptée sur les bombardiers américains de la Seconde Guerre mondiale, faisant la fortune de Tucker. Pour Elon Musk, le parcours est un petit peu différent. Né en 1971 en Afrique du Sud, le jeune homme grandit avec une passion dévorante, l'informatique. À 12 ans, il code son premier jeu et parvient à le vendre à un magazine. Il fait ses études à la Pretoria Boys High School jusqu'à 17 ans. Et sachant qu'il va être appelé pour le service militaire, le jeune homme ne peut se résoudre à aller sous les drapeaux tant il est opposé au régime de l'apartheid. Il demande alors un passeport canadien, nationalité de sa mère, et part chez ses cousins à Kingston en Ontario, où il reprend ses études. Son père lui avait coupé les vivres, car il était en désaccord avec les idées de son fils. Elon fait donc de petits boulots pour payer ses études. Il va alors faire des travaux dangereux comme nettoyer les hauts fourneaux d'une aciérie ou continuer à coder des programmes informatiques pendant ses jobs d'été. Muni d'un diplôme en administration, Musk part pour les États-Unis en 1992 pour faire un cursus en économie et en physique. Très doué pour cette dernière matière, il est admis à l'université de Stanford qu'il fréquente 2 jours. Ayant l'intuition qu'Internet serait un bien meilleur moyen de changer le monde, il décide de créer Zip2, un annuaire informatique combinant des cartes et des annuaires professionnels pour en faire un outil pratique et à des visées marketing. Il venait d'inventer le principe qui débouchera sur Google Maps. Racheté par une filiale de Compaq, la vente de l'entreprise lui permet de disposer des fonds pour créer une banque en ligne, X.com, c'est la première au monde. La nuit, il aide ses amis avec les moyens informatiques de son entreprise pour créer un système simple d'échange d'argent entre amis. Cette idée est tellement séduisante que Musk propose de racheter et développer le concept pour l'étendre à plus grande échelle. PayPal était né. C'est à la vente de l'entreprise pour $1,5 milliard qu'Elon Musk accède à la fortune et à la célébrité.
Il va alors investir ses fonds tout d'abord dans une compagnie spatiale, SpaceX, et ensuite devenir le principal bailleur de fonds et dirigeant d'une petite entreprise de voitures électriques, Tesla Motors. S'il n'a jamais été ingénieur par diplôme, ses talents d'autodidacte sont reconnus par des doctorats honoris causa en design de l'Art College of Design de Californie et en ingénierie aérospatiale par l'Université du Surrey. Preston Tucker n'est pas non plus ingénieur, mais possède une bonne connaissance du design et de l'ingénierie automobile lorsqu'il fonde la Tucker Car Corporation en 1944. Il a alors l'idée de réaliser la voiture du futur attendue par le public américain. Les sondages le montrent, les Américains veulent du neuf et du futurisme après ces années de guerre. Il entame une campagne en faveur de la sécurité routière et présente son projet de voiture à la presse. L'engouement est énorme. Les premiers croquis de la voiture circulent dans tous les médias américains. Et en 1945, Tucker lance le projet. Il rencontre Abe Carrot, un homme d'affaires new-yorkais qui lui met le pied à l'étrier, lui apprenant comment développer un capital sur la base de concessionnaires actionnaires. Le projet est exceptionnel. Il fait la part belle à la sécurité et aux performances. Ligne fastback, moteur arrière, frein à disque, injection, pare-brise éjectable et ceinture de sécurité sont au programme. La Tucker Torpedo, comme elle est encore appelée par la presse à cette époque, doit révolutionner l'industrie automobile. Rien que ça. Le développement commence dans la grange de la propriété de Tucker et se heurte déjà à de nombreux écueils. L'usine tout d'abord. Tucker veut la plus grande usine du monde qui soit disponible à la location auprès des autorités américaines. Après le second conflit mondial, toutes les usines de l'effort de guerre sont en effet proposées aux entreprises qui veulent s'en servir, moyennant des conditions spécifiques. Une caution de 15 millions de dollars et la production d'au moins 50 voitures dans les 12 premiers mois sont requises. Tucker vend alors des actions auprès des concessionnaires et d'investisseurs. Pour favoriser le processus et acquérir une crédibilité, Tucker et Carrot engagent des dirigeants issus de grands constructeurs de Détroit. Ceux-ci sont des faire-valoir et doivent accélérer la capitalisation de l'entreprise. Ils ne sont pas du tout là pour diriger. Tucker obtient l'usine en 1946 et doit en prendre possession l'année suivante. Conçue pour construire des bombardiers, l'usine Tucker se situera à Chicago. Et elle est immense. Second écueil, et non des moindres, la voiture. Preston Tucker n'a pas d'auto, seulement quelques plans et projets vagues. En décembre 1946, Tucker rencontre Alec Tremulis, designer aguerri tout juste libéré de ses obligations militaires. Celui-ci est engagé immédiatement, et il ne lui faudra que 6 jours de travail intense pour créer le design de la voiture, qui ne sera quasiment pas modifié pour le modèle de série. Il fait alors appel à Eddie Offutt, mécanicien de génie qu'il a connu à Indianapolis. Offutt réunit une équipe pluridisciplinaire à Ypsilantis pour construire le prototype. Un châssis Oldsmobile 1942 sert de base, il est récupéré dans une casse. Et un moteur révolutionnaire à 6 cylindres à plat de 9,6 litres 2 cylindrés est développé. Les pièces de récupération et les contraintes temporelles vont faire de cette première Tucker une voiture brouillonne et tout juste bonne à être présentée en public, mais bien loin des espérances de Tucker. La carrosserie est façonnée à la main, à partir d'acier doux, car Tucker ne disposait pas assez de terre-glaise pour faire des maquettes grandeur nature. C'est tout le talent de l'équipe d'Offutt qui est mis à l'œuvre pour construire l'auto uniquement sur la base des plans. L'injection, comme les freins à disque ou la transmission à double convertisseur, sont abandonnés, tandis que Tucker tape du poing sur la table pour garder ce qui reste du concept original. La voiture est présentée à l'usine en juin 1947 et rencontre un immense succès. La marche arrière lâche avant la présentation. La voiture est si lourde qu'une des suspensions cède juste avant la présentation. Elle sera finalement présentée avec des cales en bois cachées entre l'essieu arrière et le châssis. Mais le public ne remarque rien. Plus tard, les ingénieurs de Tucker parviennent à un résultat satisfaisant, ce qui permet à Preston de partir en tournée promotionnelle avec le prototype. Profitant de l'occasion, la direction fantoche de l'entreprise tente de prendre le pouvoir et d'écarter Tucker. Ils envisagent de rendre la voiture bien plus conforme à la production automobile de l'époque, supprimant toutes les innovations. Tucker l'apprend et revient en hâte. Il licencie toute l'équipe dirigeante. Le développement de la voiture reprend, mais avec quelques soucis importants, dont le moteur et la transmission. Le 6 cylindres de Tucker est un moteur développé par des mécaniciens de course et n'est pas adapté à une production de série. Tucker apprend alors qu'un fabricant de moteurs d'hélicoptères est mal en point. La Air-Cooled Motors Company a un 6 cylindres à plat de 5,6 litres 2 cylindrés qui pourrait éventuellement convenir. Tucker rachète l'entreprise et fait modifier le moteur pour l'adapter à la voiture. Et c'est un succès! Il décide aussi d'adopter pour ses premiers modèles une transmission de la marque Cord qui avait donné satisfaction sur le prototype afin de lancer une pré-production.
Les premières voitures sortent de chaîne en juin 1948, mais le sort de Tucker est déjà scellé. La Commission des opérations de bourse américaine, la SEC, a ouvert une enquête contre Tucker pour escroquerie et publicité mensongère. Les médias se déchaînent contre Tucker, alimentés par toutes les fuites d'espions présents dans l'entreprise. L'absence de marche arrière et la construction sommaire du prototype sont mises en avant, alléguant que toutes les Tucker n'étaient qu'un ramassis de pièces disparates fonctionnant mal. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. La voiture est excellente. 166 chevaux, un 0 à 100 en 10 secondes, une vitesse de pointe de 196 km/h et une tenue de route fantastique. Pour 1948, ce sont des caractéristiques impressionnantes. Pour le prouver, Tucker fait tourner une voiture pour un test d'endurance sur l'anneau de vitesse d'Indianapolis. À la fin du test, le pilote exténué fait une erreur de pilotage et la voiture part en tonneau. Il s'en sort indemne, démontrant la résistance de l'auto. L'utilité des ceintures de sécurité, des bourrelets matelassés qui tapissent le tableau de bord et du pare-brise éjectable est alors avérée. Mais l'usine est déjà arrêtée et Preston Tucker est inculpé. Les amis qui lui sont restés fidèles vont alors tenter de terminer la série des 50 voitures initialement prévues. Elles sont terminées fin 1948. Enfin, pas tout à fait, puisque les 13 dernières n'ont pas été équipées de transmission ou de moteur. Elles seront complétées plus tard avec des pièces issues du stock de liquidation de la marque ou des transmissions cordes achetées plus tard. Le procès débute le 4 octobre 1949 et se termine en janvier 1950. Tucker fera venir 8 voitures à la fin du procès, et non 50 comme montré dans le film de Coppola, démontrant ainsi que son entreprise n'était pas une escroquerie et que son auto disposait bien des caractéristiques annoncées. Tucker sera relaxé par le tribunal, comme toutes les personnes accusées. Sacrée histoire, non ? Bien, il est temps de passer à Tesla, dont l'histoire, vous allez le voir, a quelques similarités. L'entreprise est fondée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning à San Carlos, en Californie. L'objectif est de produire une petite voiture de sport électrique pour le marché californien. Pourtant, lorsqu'Elon Musk investit dans l'entreprise, il n'a pas du tout la même idée. Une petite sportive, c'est bien dans un premier temps, mais il voit plus grand. En 2007, le prototype de la voiture est présenté et l'entreprise est à la tête d'un capital d'une centaine de millions de dollars grâce aux investissements de grands noms de la Silicon Valley. Pourtant, cela ne plaît pas aux deux fondateurs qui décident de quitter l'entreprise en janvier 2008. Elon Musk reste seul aux manettes pour mettre en place son plan de croissance. Si le Roadster semble bien plus abouti que le premier prototype de la Tucker, il est pourtant perfectible. Tombant souvent en panne, il subit les moqueries de la presse. On se souvient entre autres du bashing de Jeremy Clarkson, animateur et producteur de la célèbre émission Top Gear en Angleterre. Il reconnaîtra pourtant plus tard l'excellence de Tesla. Si le moteur et les systèmes électriques fonctionnaient bien, la boîte de vitesse à 2 rapports n'allait pas du tout. Entre le couple moteur et les efforts liés au poids de l'auto, elle cassait très rapidement. Le design est remis à plat avec un réducteur à une seule vitesse cette fois et un moteur profondément modifié pour avoir une plus grande plage d'utilisation. Elon Musk se voit contraint d'expliquer aux clients qui ont précommandé l'auto que le prix sera revu à la hausse de manière substantielle. Convaincus par la franchise de Musk, les acheteurs maintiennent leur commande et l'auto voit le jour fin 2008. Ce n'est pourtant pas vraiment une voiture de série, elle est produite artisanalement et doit surtout permettre de faire entrer de l'argent dans les caisses. Ce ne sont pourtant pas les bénéfices liés à la vente qui sont importants. La voiture crédibilise l'entreprise et les investisseurs commencent à se présenter à la porte de Tesla. Elon Musk s'entoure alors d'anciens cadres de l'industrie automobile pour accélérer son développement. Le petit atelier qui monte les Roadsters ne peut suffire au projet suivant de Musk, la Model S. Il lui faut une usine et une vraie. Il va alors missionner son directeur technique de l'époque, Peter Rawlinson, pour trouver un lieu où installer la première unité de production. Celui-ci trouve un terrain propice en Arizona, sur la commune de Casa Grande. Il prévoit une petite usine et compte sur des terrains alentours pour la faire grandir plus tard. Mais, en mai 2010, c'est le coup de théâtre. Le directeur de l'usine GM Toyota de Fremont en Californie propose à Elon Musk de racheter l'immense complexe pour un prix modique. Musk met toutes ses liquidités dans la balance et saute sur l'occasion. Mais comme Tucker, Elon Musk a désormais besoin d'une voiture. Et contrairement à son aîné, il a déjà commencé à développer le prototype. Tout d'abord prévu pour être une hybride, la Model S est dessinée par Henrik Fisker. Musk déteste l'auto et demande au designer de retourner à la planche à dessin. Celui-ci refuse en claquant la porte. Non sans emporter avec lui les plans qui deviendront la Fisker Karma. Elon Musk embauche alors un designer de Mazda, Franz von Holzhausen. Et je l'ai dit du premier coup. Celui-ci dessine une auto plus en accord avec les goûts de Musk et le prototype est développé. Tout comme la Tucker, la première Model S est un mulet. Cette dénomination désigne une auto tirant sa mécanique et son design de plusieurs origines.
Comme Tesla n'avait pas encore de châssis, moteur et batterie dérivés du Roadster sont installés dans une Mercedes CLS. Celle-ci est recarrossée pour la présentation et deviendra la voiture présentée en 2009. Elle est connue chez Tesla sous le nom de code White Star en raison de sa couleur et des origines Mercedes de son châssis. Si elle est un peu plus aboutie que la première Tucker, elle n'en est pas moins faite de briques et de broc. Son capot, par exemple, ne tenait que par des aimants pour permettre des interventions faciles, mais aussi en raison de l'absence de charnière. Restait alors à développer la voiture pour la production. Prototypes alpha et bêta se succèdent et l'architecture de l'auto s'affine. Tesla est toujours en situation précaire au niveau financier, mais le développement de la voiture n'en est pas affecté. La marque a en effet prévu de ne pas faire appel à un réseau de concessionnaires et compte vendre ses autos sur Internet. L'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux pour promouvoir la marque évite également d'investir trop dans la communication. La mise en production avance, mais en janvier 2012, le directeur technique du projet quitte l'entreprise. Apparemment en désaccord avec Elon Musk, il rejoindra plus tard Lucid Motors. Il emporte avec lui énormément d'informations et de contacts qui aboutissent à la production de la première berline électrique de l'entreprise qu'il dirige, la Lucid Air, qui est construite à Casa Grande sur le premier site prévu par Tesla. Mais Elon Musk est un homme de ressources habitué au coup du sort. La Model S finit par être livrée à ses premiers clients en juin 2012 avec le succès qu'on lui connaît. Tesla est temporairement sorti d'affaires, mais retourne dans la tourmente quelques années plus tard avec la Model 3 et une production de très grande série cette fois. Mais au final, quels sont les facteurs qui ont décidé du sort opposé de ces deux entreprises ? Autant l'une que l'autre avait des produits exceptionnels, autant l'une que l'autre avait des soutiens et des détracteurs, autant l'une que l'autre avait de bonnes chances d'échouer. Peut-on uniquement incriminer la chance ? Probablement pas. D'ailleurs, je suis persuadé qu'Elon Musk connaissait l'histoire de Tucker et avait parfaitement pris la mesure de ce qu'il devait faire et ne pas faire. Voyons ce qui est allé de travers. Elon Musk et Preston Tucker savaient tous deux que la clé de la réussite de leur projet était dépendante de la communication. Faire rêver et donner envie d'acheter un produit permettait de lever des fonds. La différence clé à ce niveau est que Tucker a fait les choses à l'envers. Il a promis la voiture, vanté ses qualités et vendu son projet alors même qu'il n'existait tout juste que sur le papier. Il n'avait aucune idée des difficultés qu'il allait rencontrer. Elon Musk par contre a bien plus préparé son projet avant de le rendre public. Le premier Roadster existait et ses technologies allaient être intégrées à la Model S. Il ne partait déjà pas de zéro. Au niveau de l'opinion et des autorités, c'est une immense différence. Tucker a été fliqué par la SEC dès le début de l'aventure. Il avait par exemple été obligé de modifier les contrats de concession en indiquant clairement les risques de faillite de l'entreprise, ce qui n'était pas fait au début. Tucker a également présenté toute sa communication initiale en sous-entendant que la voiture existait, ce qui n'était pas le cas. Lorsque les rumeurs ont commencé à circuler, la crédibilité de Preston Tucker en a pris un coup et la SEC a commencé à s'intéresser de plus près à ses opérations. Chez Tesla, les choses ont été faites dans un autre sens. Même si les prototypes sont parfois différents des modèles de série, ils sont toujours proches du modèle vendu. Et surtout, ils existent bel et bien au moment de la présentation des projets. Même si les grincheux estiment toujours que Tesla ne produira pas tel ou tel modèle annoncé, ils sont toujours contredits par les faits, même s'il y a souvent des retards. De plus, Preston Tucker a investi énormément de son temps et de son énergie pour faire sa promotion, alors qu'Elon Musk restait focalisé sur l'ensemble du projet. Il y participait et ne se laissait écarter d'aucun aspect de l'entreprise. Tucker s'est laissé évincer progressivement des décisions opérationnelles par le conseil d'administration fantoche qu'il avait lui-même mis en place. Comme il n'était pas directement impliqué dans la direction de son entreprise, cela lui a porté un coup fatal. Musk avait déjà vécu quelque chose de similaire avec Zip2. Il n'a jamais voulu revendre cette entreprise. Alors jeune homme, il était parti en vacances quelques jours et ses associés en ont profité pour l'évincer et vendre la société. En rentrant, Musk s'est retrouvé devant le fait accompli. Vous imaginez bien qu'il ne s'y laissera pas prendre une seconde fois. Enfin, si Preston Tucker était un communicant exceptionnel, il n'avait que peu de notions de ce qu'il fallait faire pour construire une auto de série. Il a largement sous-estimé les fonds dont il allait avoir besoin, et toute l'aventure en a payé les frais. L'usine de Chicago était immense, mais les installations de production étaient plus que rudimentaires. Les machines étaient certes toutes là, mais en nombre insuffisant. Le processus de fabrication faisait encore largement appel à des interventions manuelles, tandis que d'autres constructeurs utilisaient déjà des machines-outils automatiques. Je ne parle pas de robots, bien entendu, mais des premiers systèmes permettant de produire des pièces à la chaîne sans ouvriers qualifiés. Elon Musk, lui, a pris la mesure des investissements nécessaires et construit le capital de son entreprise en fonction d'un projet précis.
La production de la Model S était bouclée financièrement lorsque la première voiture a été livrée, et les bénéfices de ce modèle étaient destinés au modèle suivant, la Model 3. Et c'est là qu'arrive le point final de cette comparaison. Elon Musk a toujours eu de grands projets. Des projets à long terme qu'il a su découper en de multiples étapes. Chaque étape ou marche est un passage vers un niveau supérieur qui lui permet d'avancer. C'est un peu comme dans un jeu vidéo en fait. Même s'il doit parfois revoir ses perspectives en ajoutant une marche intermédiaire, lorsque la suivante est trop haute, comme pour SpaceX et son projet d'aller sur Mars, il monte en sachant où il va. Preston Tucker n'aspirait qu'à produire une voiture dont il avait envie et qu'il pensait pouvoir vendre au public. Il n'avait pas de plan, pas de perspective. Il vivait dans l'instant présent et se disait que si cette marche fonctionnait, il aurait bien le temps de déterminer la suivante. Elon Musk et Preston Tucker ont vu grand, très grand. Pour Tucker, c'était une affaire de prestige et de communication, alors que pour Musk, c'était un moyen de voir plus loin et d'améliorer le quotidien de ses clients tout en réalisant ses propres rêves. Les intentions et la faculté à anticiper les problèmes ont fait toute la différence entre le succès et l'échec. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.